Merci beaucoup, bonjour. Je suis très heureux d'intervenir dans le cadre de Canopée et je vous souhaite à mon tour une bonne, fructueuse quinzaine. Les images ont-elles un pouvoir, et puis on pourrait peut-être ajouter un pouvoir spécifique? Alors on pose comme ça des questions aux chercheurs et on pense qu'ils ont la réponse. C'est leur boulot après tout. Bon, alors, les chercheurs, vous les connaissez, avant de répondre, ils vont déjà étudier la question. Donc on va commencer, avant de proposer une réponse, par constater le succès de la question, le succès qu'elle rencontre en des lieux divers, comme une manière nouvelle et alléchante d'aborder la question des images. Dans la période récente, le choix de cette énigme a été fait par le Festival d'Histoire de Blois en octobre 2018 et a produit à ce moment-là un effet de mise à l'agenda médiatique dans un registre très œcuménique d'exploration tous azimuts de la culture visuelle. Alors, ce qui me frappe dans la répétition de cette question désormais, puisqu'on la voit s'afficher un peu partout, c'est son côté assez flou. Pour reprendre pour commenter l'affiche de Blois, comme si l'essentiel n'était pas d'y apporter une réponse précise et rigoureuse, mais plutôt d'agiter une sorte de menace voilée, celle de la dimension occulte de pouvoir mystérieux attribué a priori aux formes visuelles. Alors, les images appartiennent, nous le savons, à la catégorie des représentations qui partagent la fonction de renvoyer à autre chose qu'elle-même, comme la célèbre pipe de Magritte. Et bien sûr que cette capacité à convoquer ce qui est absent, ce qui est la fonction du symbole, peut passer pour quelque chose d'un peu mystérieux et peut, à bon droit, être interrogé. Mais si on prend l'exemple du langage qui s'est posé ces questions depuis un peu plus longtemps que les spécialistes des images, la question de ce qu'on appelle la performativité ou l'efficace du langage est généralement limitée à des registres particuliers comme la promesse, la menace ou l'insulte. Donc l'insulte, voilà, c'est une forme d'agression, c'est une forme d'action, quoi qu'elle soit symbolique, et donc évidemment, bien sûr qu'on peut attribuer, on peut analyser l'insulte comme un pouvoir du langage, mais dans les analyses qui ont été proposées par nos collègues, linguistes en particulier, ou anthropologues, on n'a jamais considéré que l'ensemble du langage, l'ensemble des activités langagières devaient être décrites sous cette forme. Donc, interroger la puissance des images en général, c'est supposer que les images ont une force propre, issue des caractères de la figuration visuelle. Sinon, on ne poserait pas la question. Alors, comme la représentation visuelle est effectivement dotée de certaines particularités, on pourrait bien sûr répondre sans plus attendre par l'affirmative. Mais ce serait peut-être passer à côté de l'essentiel de la question. Et je vous propose de consacrer quelques minutes à un examen un peu plus attentif du problème, avec le soupçon qu'admettre la question du pouvoir des images, c'est déjà adhérer à une façon particulière de définir leur rôle. Alors, je ne vais pas remonter trop loin dans l'histoire. Restons aux alentours du XXe siècle pour observer 4 épisodes principaux où l'image est décrite comme le véhicule d'une influence occulte ou sous-jacente. Le premier, à partir de la fin du XIXe siècle et le début du XXe, découle du développement du marketing et de l'usage
croissant des images par la publicité et leur attribue une efficace indiscutable. Cette vision, qui est à l'époque donc une vision positive de l'influence des images, exprimée par les acteurs eux-mêmes de la publicité, comme Edward Bernays dans son célèbre ouvrage Propaganda, sera reprise quelques années plus tard, mais d'une façon beaucoup plus sombre, beaucoup plus inquiétante, avec la critique de la propagande politique des régimes totalitaires et plus particulièrement le recours à l'image cinématographique, dénoncée par exemple dès 1938 par Siegfried Kracauer. Le troisième épisode de cette histoire, vous le connaissez, il est écrit en 1967 par Guy Debord avec la Société du spectacle qui étend la logique de l'influence visuelle à l'ensemble des productions culturelles présentées comme un outil de domination cohérent. On peut observer que ces trois versions successives d'un pouvoir de plus en plus tentaculaire des images accompagnent en effet le déploiement sans précédent des industries culturelles, de la publicité et des loisirs audiovisuels. Et cette vision critique des médias qui s'exprime dans la Société du spectacle va trouver son couronnement avec l'ouvrage publié en 1988 par Edward Herman et Noam Chomsky, La fabrication du consentement, de la propagande médiatique en démocratie. Avec néanmoins un sérieux bémol. Si la dimension visuelle n'est pas absente de la somme d'Herman et Chomsky, avec par exemple la discussion du rôle des reportages télévisés pendant la guerre du Vietnam, elle est loin d'y tenir la première place. Celle-ci est occupée dans La fabrique du consentement par la description des stratégies politiques du gouvernement américain ou par l'analyse du traitement de l'actualité par les grands médias. Alors, où sont passées les images? Dans La fabrication du consentement, leur rôle n'est pas mis en avant parce que les auteurs ne se concentrent pas sur les médiums, sur les canaux techniques. Et surtout, la fonction des images, lorsqu'elle est mentionnée, est pleinement intégrée au dispositif et ne constitue pas un facteur hétérogène, un facteur extérieur. Les images font partie du discours médiatique et c'est ce discours qui détermine leur lecture dans l'interprétation proposée par Herman et Chomsky. Et c'est à partir de ce constat qu'on peut peut-être commencer à entrevoir le malentendu qui gouverne la question du pouvoir des images. Les trois épisodes que j'ai cités, qui se rejoignent sur l'idée de leur influence et qui ne font qu'élargir finalement celle initialement attribuée à la publicité, ont le même fondement théorique. Et le fondement théorique de ces critiques des médias, c'est La psychologie des foules de Gustave Le Bon, un essai bien connu de 1895, un essai à succès qui tente de démontrer l'irrationalité et l'influençabilité des foules. Un sujet collectif qu'il faut évidemment replacer dans le contexte des révolutions et des insurrections populaires du XIXe siècle. Alors, la thèse de Le Bon, il faut le dire clairement, est moins une description scientifique qu'une tentative pour délégitimer les soulèvements ou les mouvements sociaux en les décrivant comme privés de raison et soumis à l'impulsion instinctive. Je ne sais pas si ça vous rappelle des événements récents, mais on peut faire certains parallèles. Et dans cette entreprise, le principal outil intellectuel donc de légitimation, de délégitimation de Le Bon est la comparaison de l'action des foules avec la suggestion hypnotique dans le modèle qui vient d'être proposé à l'époque par Hippolyte Bernheim. Alors là, je vous montre, en fait, c'est pas l'hypnose de Bernheim qui est de l'école de Nancy, c'est l'hypnose de Charcot à la Salpêtrière, mais c'est pour faire un clin d'œil à un ami qui est dans la salle et qui les comprendra. Alors,
Donc la psychologie des foules, si vous voulez, propose un postulat qui ne repose sur aucune observation scientifique et qui est un simple parallèle entre l'hypnose qui soumet l'individu à une volonté extérieure et les agissements dénoncés comme irrationnels des foules. Et voilà, et passé muscade. Et ce livre va avoir un succès énorme pendant tout le début du XXe siècle sur cette base que l'on retrouve donc effectivement ensuite chez Bernays par exemple, qui va reprendre d'un ton très convaincu l'idée que voilà, la publicité agit comme l'hypnose. Et vous comprenez que cette démonstration un peu circulaire déduit l'influençabilité des groupes humains par l'abandon de l'individualité. Et c'est en fonction de la même logique d'opposition entre, d'un côté, le raisonnement contrôlé, la rationalité individuelle, et de l'autre, l'impulsivité émotionnelle des foules, que Le Bon désigne les images comme un instrument privilégié pour agir sur les foules. Je le cite, « Les foules ne pouvant penser que par images ne se laissent impressionner que par des images. C'est pourquoi les représentations théâtrales, qui donnent l'image sous sa forme la plus nette, ont toujours une énorme influence sur les foules. » Et là encore, alors vous voyez bien, Le Bon parle d'image mentale en quelque sorte. Il ne s'agit pas encore de production culturelle, de publicité ou d'affiches de cinéma. Mais cette idée, elle aussi, va infuser et nourrir la critique des médias. On la retrouve à peu près inchangée jusque chez Guy Debord, qui ne mentionne pas l'hypnose, mais qui, effectivement, est parfaitement en accord avec les thèses de Le Bon. Alors, je ne vais pas analyser l'histoire des présupposés qui ont conduit à cette opposition entre raison et émotion. Ça nous ferait sortir du cadre de cet exposé. Mais il faut bien comprendre que c'est cette mise à l'écart de l'image, des principes et des fonctionnements rationnels, qui détermine la croyance dans son exceptionnalité, dans son caractère étranger au monde de la raison qui nous est familier, et qui lui attribue, par voie de conséquence, une influence supérieure à celle des autres formes de la communication. Après la critique de la propagande et son extension aux industries culturelles, on en arrive au 4e épisode de reformulation du rôle des images, et c'est celui qui nous amène à la période actuelle. Il s'agit du développement des visual studies qui naissent d'une nouvelle approche proposée en 1989 par un historien d'art spécialiste de l'iconoclasme, David Friedberg, dans un livre intitulé, tiens, comme c'est bizarre, Le pouvoir des images. C'est le coup d'envoi d'une thématique qui est très puissante parce que l'essai de Friedberg, qui est très ambitieux et qui abandonne l'herméneutique classique, l'analyse iconographique, pour une analyse de la réception des œuvres qui marie anthropologie et psychanalyse et se clôt sur l'évocation du rôle documentaire de la photographie. Donc c'est une proposition très avancée et très novatrice dans le domaine de l'histoire de l'art. Et le succès de cet ouvrage et du déplacement qu'il opère va donner le coup d'envoi des visual studies qui vont, à partir de ce moment, proclamer l'existence d'un visual turn, d'un tournant visuel, et poursuivre avec enthousiasme l'exploration de ce qu'on va appeler l'efficace ou la performance des images. Je pourrais vous citer de nombreux ouvrages ou articles qui poursuivent sur ce thème. Alors, la nouveauté de cette approche, voilà les quatre épisodes réunis, c'est que cette dernière phase attribue un caractère positif aux effets des images. Ce n'est plus une critique des médias. Au lieu de dénoncer une influence néfaste dont les supports visuels ne seraient qu'un instrument, comme dans le cas de la propagande, les visual studies tendent à définir la puissance de l'iconographie comme une force sui generis, comme quelque chose qui vient des images,
et dont les formes visuelles seraient des agents, des acteurs autonomes. Et on va se trouver, à partir du début des années 2000, avec des propositions comme celle de George Didier Huberman, l'image survivante, ou bien celle très typique aussi dans son titre de Tom Mitchell en 2005, What do pictures want? Que veulent les images? Et vous voyez que dans ces deux titres, je prends les titres les plus emblématiques, mais ce sont des ouvrages qui ont véritablement aussi fait déplacer la pensée et l'analyse. Les images sont devenues les agents, sont devenus les acteurs, ce sont les images qui font des choses. Et dans toute cette nouvelle approche de l'image qui caractérise les visual studies et qui donc se donne comme objet l'analyse de la performance ou de la puissance des images, ce sont les images qui sont désignées comme les sujets. Les images font, les images agissent, les images veulent, les images désirent, les images même nous regardent. Ce n'est plus nous qui regardons les images, ce sont, chez Horst Bredekamp par exemple, les images qui nous regardent. Donc, on se trouve là face à une évolution, évidemment très intéressante, mais que j'appellerais un imagocentrisme. Vous voyez, le logocentrisme, il y a aussi quelque chose qui véritablement met l'image au centre de la dynamique réflexive, de façon de plus en plus prononcée, et la question du pouvoir des images est une formulation typique de cette vision. Alors, pour ma part, maintenant que j'en ai fait l'historiographie et le résumé, en fait, je voudrais vous proposer une approche un peu différente de cet imagocentrisme que je critique, parce que, par mes travaux, les images auxquelles je suis confronté, en photographie, dans l'illustration ou dans les usages numériques, ce sont des situations où l'image n'est pas un média isolé et qui agirait seulement avec des moyens formels ou esthétiques, mais l'image intervient en composition constante avec le discours, avec du texte ou avec du commentaire. Et donc, pour cette raison, vous comprenez que je ne crois pas que les formes visuelles sont l'opposé de la raison et du discours. Ça n'est pas comme ça que ça se passe dans mes objets à moi. Je vois tout le temps des circulations. Et je pense au contraire qu'une caractéristique essentielle de l'image est sa plasticité fonctionnelle, sa faculté d'être utilisée en combinaison avec d'autres modalités narratives. L'approche monomédiatique qui range les productions culturelles dans de grandes catégories techniques comme la peinture, la photographie ou le cinéma, ne permet pas d'analyser justement ces circulations, nous interdit finalement d'essayer de regarder ce qui se passe dans le dialogue entre le texte et l'image. Et donc, voilà, je vous propose de rouvrir cette boîte noire et de regarder ce qui se passe du côté des usages. Alors, je vous ai parlé maintenant longuement de l'historiographie des visual studies. Revenons aux images, ou plutôt, je vous propose une petite expérience dont j'ai fait une photographie. À la fin d'un repas, voilà la scène qui se présente à mes yeux, et donc voilà, c'est le moment de choisir le dessert. J'ai deux pots de yaourt qui ont l'air différents, mais qui sont semblables. Pour ceux qui connaissent cette marque, elle fonctionne comme le packaging de ce yaourt, dont on ne citera pas le nom pour éviter la publicité, donc se présente avec une différence entre les quatre pots. Il n'y a qu'un des couvercles qui est orné d'un décor de fruits. Et donc, je me retrouve au moment de choisir mon dessert, et vous voyez que la vie des chercheurs est passionnante, parce que, donc il faut documenter en même temps ce qu'on fait. Donc au moment de choisir mon dessert, je me dis, mais alors lequel vais-je choisir? Non, je ne me dis pas ça en fait. Je vois ma main qui va évidemment choisir le yaourt décoré. Pouvoir des images. Ben oui,
Pourquoi est-ce que j'ai choisi celui qui a une image et pas l'autre? Bien sûr que la réponse évidente, on va supposer qu'il s'agit d'une influence des images. A priori, ça marche. Hein. Et donc, voilà, c'est bien, on peut rentrer, j'ai répondu à la question. Alors non, pas tout à fait. Le problème, c'est que si on prend au pied de la lettre le postulat d'un surcroît d'attention induit par les formes visuelles, alors tous les produits industriels devraient être pourvus d'emballages ornés d'images réalistes. Alors bien sûr, c'est souvent le cas, mais c'est loin d'être la règle. Je vous propose un autre emballage, bien connu, d'une autre marque que je ne citerai pas, pour ne pas lui faire de publicité. Hein, c'est la marque Bonne Maman, du producteur Andros, qui est leader du marché de la confiture, et qui s'est imposé avec des étiquettes imitant l'écriture manuscrite et des pots fermés par un opercule à décor Vichy, rouge et blanc. Vous voyez qu'il faut être précis dans la description. Hein, qui est bien sûr une signature graphique très forte, mais sans représentation réaliste des contenus. Il n'y a pas d'image, au sens traditionnel du terme, sur ces présentations. Et ce choix de présentation rejoint celui d'autres produits, également présentés en bocaux de verre, qui appartiennent en fait à la catégorie des conserves haut de gamme. Dans ce cas, la transparence du contenant connote à la fois la qualité du produit, hein, c'est dans un bocal de verre, donc c'est bon, c'est de bonne qualité, et cette présentation fournit simultanément une information sur le contenu. Et ça n'est pas la seule. Hein. Vous voyez, il y a plein de cas où, comme dans le cas des fruits et légumes, ou des vêtements, ou des chaussures, qui sont des produits que l'on peut prendre et essayer avant d'acheter. Non seulement l'image est superflue, et en effet, il n'y en a en général pas, mais de façon plus subtile, la confrontation de l'objet avec une représentation réaliste serait un peu gênante et comporterait le risque d'un écart et d'une comparaison inopportune. Elle est donc le plus souvent évitée. Alors, ce modeste exemple suffit à montrer qu'il n'existe pas de pouvoir des images en général, en soi, indépendamment de contextes d'usage précis. Le décor sur le pot de yaourt ne produit une différence que dans le cas où le packaging dissimule l'aspect du produit. Voilà la description précise de quelque chose que la pragmatique appelle une situation, c'est-à-dire l'ensemble des conditions qui déterminent un usage. Donc on a aujourd'hui une science issue de la linguistique qui s'appelle la pragmatique et qui a complètement requalifié en particulier tout ce qu'on analysait il y a 30 ou 40 ans sous l'angle du pouvoir du langage, du pouvoir des mots. C'était donc les célèbres analyses d'Austin qui prenaient l'exemple fameux du « je vous déclare mari et femme ». Donc dans le livre d'Austin, « Quand dire c'est faire », c'était un exemple formidable pour dire voilà, les mots ne sont pas seulement des symboles, ne sont pas seulement des descripteurs, mais avec la phrase « je vous déclare mari et femme », eh bien, je crée quelque chose dans le réel, je fabrique un mariage avec des mots. Donc c'est une idée qui est très belle, hein, qui est très excitante et qui a connu un succès considérable dans les années 60, 70, mais qui a débouché donc ensuite sur une nouvelle science qui s'appelle la pragmatique. Et la pragmatique s'est dit, oui, mais voilà, il ne suffit pas que quelqu'un dise « je vous déclare mari et femme ». Si moi, là, ici, ce soir, hein, voilà, nous avons un couple tout à fait charmant au premier rang, si je prononce les mots rituels « je vous déclare mari et femme », voilà, vous me regardez en souriant, ça ne marche pas. Ça n'est pas une formule magique, il ne suffit pas de le dire. Donc ce n'est pas dans les mots, c'est dans la situation. Il faut être maire, il faut occuper la bonne position rituelle, il faut que les deux membres du couple soient consentants, enfin, etc., etc. Il faut tout un tas de conditions. Voilà. Donc vous comprenez que ce qu'on a cru être lié uniquement au langage, à une formule,
voilà, donc on peut reprendre cette analyse sur la promesse ou sur la menace, est en réalité dépend d'une analyse de situation, et c'est ce repère que je vais maintenant essayer d'utiliser.